tous, ou bonsoir plutôt. Alors, nous sommes dans le groupe des amis du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et moi-même, je suis Jean, donc la fondatrice du groupe et votre serviteur de ce soir. Alors, je vous rappelle que ce groupe est consacré uniquement aux travaux et recherches scientifiques du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et surtout, en particulier, les TCH. Nous avons invité le docteur et son équipe d'ABC Talk et ils nous feront peut-être le plaisir et l'honneur de leur visite. En attendant, ils sont les bienvenus. Alors, seront parmi nous aussi le docteur Félix Albert et Séverine. Alors, un petit peu d'indulgence, c'est le premier direct que je fais. Alors, je vais vous faire la présentation de ce groupe qui vient de fêter sa première année d'anniversaire. Et nous avons atteint presque 5000 membres. Alors, parmi nos administrateurs, il y a bien sûr le docteur Jean-Jacques Charbonnier, Clara, notre Parisienne, Diane, qui elle est québécoise, Christine, une Vosgienne, et Patrick Legout, le breton, et enfin, notre intervenant de ce soir, Henri Baldin-Bressot, dont vous trouverez le site auto-hypnotique, Progress, et le livre qu'il a écrit, bien sûr, comme vous le savez, puisqu'il paraît dans ce groupe. Et vous avez les références du site en bas de la page. Et bien sûr, tout ce petit monde se joint à moi pour vous souhaiter bien sûr la bienvenue et en espérant que vous passerez une bonne soirée riche de découvertes. Alors, je vais vous parler un petit peu de la conférence débat qui va s'articuler de façon suivante. Pendant une demi-heure, Monsieur Henri Baldin-Bressot vous parlera de l'auto-hypnose pour tous. À l'issue de cette conférence et pendant environ 1 heure, il répondra à toutes vos questions portant sur le sujet de la soirée. Et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Et je crois qu'il y en a. Il y en a. Elles seront traitées. Voilà, donc tout le groupe connaît déjà Henri Baldin-Bressot. Je vais donc lui passer la parole et le laisser se présenter lui-même. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette conférence en direct, la première organisée par le groupe de Jean, les amis du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Déjà, je remercie le groupe de m'accueillir, en particulier Jean, chez elle, pour cette première conférence sur l'auto-hypnose pour tous. Alors, pourquoi l'auto-hypnose pour tous et surtout, comment l'auto-hypnose pour tous? J'ai écrit un livre, un manuel sur l'auto-hypnose et ma spécialité depuis 1982, c'est la pratique de l'auto-hypnose. Mes recherches ont porté d'abord sur comment faire en sorte que l'auto-hypnose fonctionne pour tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire quelles que soient les spécificités de chacun. En particulier, l'inné, les sens innés qui permettent à chacun de se retrouver dans ce qu'il a de plus fondamental, de plus précieux en lui et surtout ce qui lui appartient. En premier lieu, mes recherches ont porté sur le fait que si je suis plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, j'aurai plus de facilité à retrouver un de mes sens qui m'appartient.
j'ai fait en sorte que dans ce livre, les personnes puissent définir leur véritable sens inné. La PNL, la programmation neurolinguistique, a mis en évidence, avec l'école de Palo Alto, déjà dès les années 1980, ces sens que l'on a nommés tout naturellement le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. J'ai rajouté un sens qui me paraît fondamental, le synesthésique, et nous y reviendrons au cours de cette soirée. Ensuite, une fois le sens inné de chacun mis en évidence, il m'a fallu définir l'ancrage. Un ancrage, c'est un moyen de retrouver cette pratique de l'auto-hypnose et donc, de ce fait, pouvoir pratiquer. Cet ancrage est l'objet et porte essentiellement sur les sens innés. En particulier, quelqu'un qui serait visuel, et vous pouvez faire le test depuis chez vous, il vous suffit simplement de retrouver un moment où vous étiez peut-être dans des vacances agréables, en particulier, et retrouver quel est le souvenir que vous en avez immédiatement. Ce peut être une photo, une image, un objet, ou alors une senteur comme on peut avoir les senteurs du matin au petit déjeuner, ou alors peut-être un son, des cloches ou des grillons dans la nature, ou tout autre sens inné que vous pouvez à la fois examiner, mais surtout déterminer d'ores et déjà. Une fois ce sens inné, bien entendu, détecté, il vous suffira d'installer cet ancrage au moment où vous déciderez de rentrer dans une séance d'auto-hypnose. La troisième chose qui fait la spécificité et la spécificité de ma méthode, Auto-Hypnotic Progress, c'est comment s'entraîner. Et moi qui suis un sportif de haut niveau et qui entraîne encore des sportifs de haut niveau, en particulier à l'auto-hypnose, je n'ai pas parlé d'entraînement dans le livre, mais simplement de pratique. Et une chose essentielle est ce que, avant de vous endormir, vous êtes obligé de passer par cet état modifié de conscience avant l'entrée du sommeil. Nous reviendrons sur les différentes fréquences au cours de la soirée également. Donc, 3 choses sont mises en évidence dans ma méthode. La première, comment définir l'inné, ce qui m'appartient vraiment. Comment l'ancrer afin que tout soit complètement accessible immédiatement sous forme d'ancrage, de moyens mémotechniques pour pouvoir entrer dans cette séance d'auto-hypnose. Et ensuite, comment pratiquer. Et le soir me semble être un moment très opportun car systématiquement, et c'est obligatoire pour la survie, tout le monde s'endort, change d'état modifié de conscience et passe automatiquement par 2 états particuliers qui sont l'état alpha, l'état θ et enfin le sommeil que l'on appelle paradoxal et ensuite profond, l'état delta. Ces fréquences cérébrales, je dis bien fréquences cérébrales, sont enregistrées avec un électroencéphalogramme et les nombreuses recherches aujourd'hui les mettent en évidence. Les neurosciences sont maintenant complètement éclairées et savent que quand on est dans un état alpha, c'est-à-dire compris entre 7 et 13 Hz de fréquence cérébrale, l'hypnose apparaît. Voilà. En résumé, ce livre, avec cette méthode, va vous permettre de faire en sorte
de retrouver un état d'auto-hypnose et en même temps de pratiquer. Alors, de nombreuses questions sont déjà posées et j'y répondrai au fur et à mesure de la soirée. Mais pour faire un peu plus général, je vais vous parler de l'auto-hypnose de façon un peu plus technique. À la différence de l'hypnose classique, l'auto-hypnose, c'est quelque chose que l'on pratique seul. C'est quelque chose de simple, de facile, mais en même temps de dangereux. Car il y a un certain nombre de précautions à prendre et nous y reviendrons au cours de la soirée. L'avantage de l'auto-hypnose, c'est qu'elle est gratuite, nos limites, et immédiatement disponible. Pourquoi nos limites? Gratuite, c'est simple. Mais pourquoi nos limites? C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans une phase d'auto-hypnose, cet fameux état modifié de conscience, pour enclencher quelle que soit l'imagination, le degré de l'imagination qui vous intéresse. Vous pouvez très bien inventer une histoire, aller dans cet état modifié de conscience et vous raconter cette histoire seul, un peu comme dans un rêve. Vous pouvez très bien aller seul dans des constructions, peut-être même vous poser des questions et essayer de les résoudre. Envisager telle ou telle hypothèse pour faire en sorte que pendant cet état d'hypnose, d'auto-hypnose, vous puissiez envisager plein de possibilités. L'entraînement, comme on l'a vu, peut se faire juste avant l'entrée du sommeil, mais aussi tout le temps, immédiatement disponible. Et nos limites, rappelez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de pratiquer quel que soit l'endroit et quel que soit le moment en fonction des circonstances qui seront bien entendu en sécurité. Le livre et cette méthode vous permettront de voir, d'apprendre et de découvrir, pour certains, toutes les applications qu'offre l'auto-hypnose et tous les bienfaits. En particulier, les 46 modules qui sont détaillés et pour lesquels l'apprentissage est prononcé sont toujours avec un certain nombre de précautions à prendre au départ, une explication et une pratique. J'ai référencé également dans mon livre le livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier que j'apprécie tout particulièrement, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Il y a de nombreux livres que j'ai lus déjà du docteur que je salue et bien entendu, il est le bienvenu s'il peut être parmi nous et en même temps, je le remercie de m'avoir permis de faire les préparations TCH. Et dans ces préparations TCH, vous verrez au cours de la soirée, peut-être, en fonction des questions, et je sais qu'il y en a déjà qui portent là-dessus, comment adapter l'auto-hypnose afin que la TCH fonctionne de façon systématique et que chacun puisse en tirer le meilleur profit systématique. Voilà un petit peu pour la présentation de l'auto-hypnose et de mon livre. Alors, je peux vous parler des différentes fréquences cérébrales que l'on va retrouver à la fois en hypnose, à la fois en auto-hypnose. Quand nous sommes en train de bavarder, que nous faisons une activité, j'allais dire, normale, nous sommes dans une fréquence cérébrale qu'on appelle la fréquence bêta. Ensuite, nous changeons d'état. Et c'est là le premier état modifié de conscience, puisque nous rentrons dans un cycle qui s'appelle la fréquence
alpha, qui est comprise entre 7 et 13 Hz de battement cérébral. Ensuite, nous rentrons dans une phase qui s'appelle la fréquence θ, qui s'appelle également la fréquence des méditants, qui est en dessous de 7 Hz. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, tout de suite après, vient la fréquence delta, qui est l'entrée du sommeil. À chaque fois qu'on s'endort dans une séance d'hypnose, ce qui est très bien, pourquoi pas, on ne fait plus de l'hypnose. On rentre dans un cycle de sommeil. Ce qui est un petit peu différent, toujours aussi relaxant, rassurez-vous, mais ce n'est plus de l'hypnose. Ce qui fait que, en thérapie, les thérapeutes expérimentés, ceux qui connaissent bien ça, savent très bien que le patient, le sujet, doit rester dans ces fréquences alpha et θ afin qu'il y ait bien le bénéfice escompté d'une séance d'hypnose et non seulement, ce qui est déjà très bien aussi, une séance de relaxation. Voilà. Donc, on a fait le tour pour l'auto-hypnose et quelque part ses pratiques, son apprentissage et son entraînement. Maintenant, je pense qu'il serait bon d'aborder également ce qu'est l'hypnose et particulièrement l'hypnose en thérapie. L'hypnose en thérapie, à la différence de l'auto-hypnose, c'est une hypnose où il y a un guide, un thérapeute en général. En tout état de cause, le sujet est guidé, ce qui est très bien. Elle est pratiquée sous forme de métaphore. Il y a plusieurs sortes d'hypnose. Beaucoup de noms ont été associés à l'hypnose en général, et ça, depuis son départ, je le rappelle, aux alentours de 1850 avec Liébaud, et à la Pitié-Salpêtrière avec Charcot, Bernheim, et tous ceux qui font l'histoire de l'hypnose. Ensuite, dans les années 80, vient le psychiatre Milton Erickson, et lui propose une hypnose un peu particulière en thérapie, une hypnose permissive. Une hypnose permissive, recueillant les travaux de Jung et les affinant afin que son hypnose soit à la fois efficace, mais aussi permette la ressource chez chaque sujet de tout ce qu'il possède à l'intérieur de lui. La spécificité de l'hypnose ericksonienne permissive, c'est qu'elle met en évidence, en général, ce qu'il y a au plus profond, et puis, quelquefois, qui est laissé de côté, ou méconnu, ou peut-être non révélé. Voilà en gros ce qu'est l'hypnose ericksonienne. Et donc, cette hypnose est adaptée en particulier pour l'ensemble des pathologies et régulièrement pratiquée par les thérapeutes formés à cette hypnose ericksonienne, comme c'est mon cas. Voilà. Donc, pour avoir fait un petit peu le tour de ce qui est l'auto-hypnose et l'hypnose, nous allons maintenant, si vous êtes d'accord, car il y a de nombreuses questions, répondre aux questions. Et je vais tout de suite passer la parole à notre maîtresse des cérémonies, Jean, qui va continuer cette soirée. Alors, avant de commencer à répondre à toutes ces nombreuses questions, parce qu'il y en a beaucoup, alors, cher Henri, auriez-vous la gentillesse de nous apporter votre témoignage
de votre expérience de mort imminente. À la suite de votre accident par noyade, car je sais qu'il existe toutes sortes de retours d'expérienceurs, et joyeuses ou non joyeuses. Pouvez-vous nous répondre à cette demande? Avec grande joie. En effet, un des modules de mon livre porte sur mon expérience de mort imminente. Le 5 juillet 2008, effectivement, je me suis noyé, je suis tombé dans l'eau avec mon paramoteur. Et cette expérience d'un peu plus de 20 minutes sous l'eau m'a laissé dans le coma pendant plusieurs jours. Et de ce fait, j'ai eu la triste expérience de faire cette expérience de mort imminente. Et avec le temps et mon travail, avec l'hypnose et sur moi-même, j'ai pu faire en sorte de ramener au conscient un certain nombre de souvenirs. Et je vais vous en faire part, comme je l'ai noté et écrit dans mon livre. D'abord, j'ai touché l'eau avec mon paramoteur. Je rappelle qu'un paramoteur, c'est une voile avec un moteur dans le dos. Et quand j'ai touché l'eau, j'ai immédiatement coulé. Et donc j'ai bu de l'eau. Et à un moment, tout s'est arrêté. J'ai senti comme une sorte d'énergie qui quittait mon corps, qui est partie de ce côté et qui s'est enfuie. Ensuite, tout s'est arrêté complètement. Et sur un petit sentier, allongé à l'horizontale, j'ai vu une lucarne noire avec du blanc tout autour. Et je me suis rapproché de cette lumière blanche, petit à petit, qui brillait sans que ça soit vraiment beaucoup éclairé. Au fur et à mesure du temps qui a passé, j'avançais petit à petit vers cette lucarne éclairée. Et à un moment, je suis tombé dans cette lucarne et là, j'ai vu une chambre. J'ai vu une chambre qui semblait être une chambre d'hôpital où il y avait une personne en bas. Et cette personne, eh bien, ça semblait être moi, avec des machines tout autour de moi. J'ai vu des infirmiers qui me transportaient d'une pièce à l'autre. Eux passaient par la porte et moi, tout simplement, je traversais le mur pour me retrouver dans le couloir avec eux. J'ai entendu des infirmières dire des choses à mon sujet, également un médecin. Et au bout de 3 jours, le ciel a voulu que je revienne parmi les terriens. Et cette expérience, qui n'a pas de délai ni de ressenti pendant cette expérience, complètement neutre. Comme si une chose vous envahit, mais ni chaud ni froid, sans ressenti. En tous les cas, aucun mot que l'on peut prononcer sur cette terre, puisque les couleurs que j'ai vues n'ont pas de couleur. Je n'ai ressenti aucune émotion et une totale neutralité. Pas ni de Dieu, ni d'appel de quoi que ce soit. Simplement une neutralité pour aujourd'hui revenir avec l'envie d'apporter, de donner, de partager et surtout avec d'autres priorités, en particulier l'amour et les chants. Voilà ce que j'avais à dire sur mon expérience de mort imminente. Je repasse par conséquent la parole à Jean. Alors bien sûr, nous avons beaucoup de questions. Il y en a une qui retient mon attention. Anne Crochet, que va apporter l'auto-hypnose par rapport à la TCH? Qu'allons-nous faire avec vous pendant 1 heure, Monsieur Henri Badin-Tressou?
Alors, nous rentrons déjà dans le vif du sujet. On pensait aborder les bienfaits un peu plus tard, mais c'est la première question et on la prend avec grande joie. Que va apporter l'auto-hypnose à la TCH? Eh bien, l'auto-hypnose, c'est cette pratique de pouvoir accéder à ces états modifiés de conscience facilement. Et plus on s'entraîne aux états modifiés de conscience, et plus on a de facilité à rentrer en transe. Et comme tout le monde le sait, le travail du docteur est un travail basé, transcommunication hypnotique, sur un protocole d'hypnose. Et donc, plus rapidement les participants seront formés à aller en transe eux-mêmes, plus ils auront la chance d'obtenir un succès, d'avoir des réponses et que tout ça soit favorable et qu'ils puissent profiter complètement de la TCH, car plus on s'entraîne à faire de l'hypnose, plus on va facilement dans l'hypnose, et l'auto-hypnose étant la base pour travailler seul. Une fois qu'ils seront formés, donc au cours de cette heure, eh bien, ce sera la découverte de l'auto-hypnose, mais aussi l'apprentissage de l'auto-hypnose où chaque participant fera l'expérience de l'auto-hypnose, expérience qu'ils ont probablement déjà faite en pratiquant soit la méditation, soit le yoga, soit la concentration, la visualisation. Toutes ces expériences, la méditation, toutes ces expériences qui permettent à chacun de changer ses états modifiés de conscience. Voilà. Alors, peut-être une autre question? Oui, bien sûr. Alors, nous avons Cécile Deprez. Quelle est la différence entre l'hypnose, la méditation et l'auto-hypnose? Alors, déjà, la méditation et l'auto-hypnose, en général, se pratiquent seules. Je dis en général parce qu'on peut méditer avec un guide, alors que l'auto-hypnose, on n'a pas besoin de guide puisque c'est soi-même. Mais l'hypnose, en particulier quand elle est thérapeutique ou avec quelqu'un qui sait pratiquer l'hypnose, il y a toujours un guide et souvent c'est sous forme de métaphore. Donc, la différence, elle est pour les fréquences, ce sont les mêmes fréquences qui vont être atteintes, puisque cet état modifié de conscience, on va l'avoir à la fois en hypnose, à la fois en auto-hypnose, et également en méditation, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, la fréquence θ est aussi appelée la fréquence des méditants. Donc on est bien dans les mêmes fréquences que l'auto-hypnose. Un autre point que je voudrais aborder, c'est qu'en général, quand on fait de l'hypnose avec un thérapeute, c'est souvent pour régler ou faire en sorte qu'une pathologie s'améliore, en tous les cas pour un meilleur bien-être. Et quand on fait de l'auto-hypnose, c'est pour un meilleur bien-être, mais pas forcément pour régler une pathologie, puisqu'on peut faire une séance d'auto-hypnose simplement pour se relaxer, simplement comme méditer. Voilà. On peut méditer en faisant de l'auto-hypnose et faire de l'auto-hypnose en méditant sans qu'on ait foncièrement une pathologie et qu'on ait besoin de faire appel à un hypnothérapeute. Voilà. Peut-être une autre question? Tara Genera, qui est dans notre groupe. Alors, quel est le bénéfice de l'auto-hypnose pour notre conscience? Le bénéfice de l'auto-hypnose pour la conscience, c'est d'abord de faire en sorte de mettre de côté
justement quelque part cette conscience. Cette conscience qui vient parfois perturber notre quotidien. On parlera probablement du conscient et de l'inconscient tout à l'heure, mais c'est souvent au conscient que les difficultés surgissent. L'inconscient, lui, il gère l'intendance, on le verra probablement dans les questions. Pratiquer l'auto-hypnose, justement, c'est de mettre de côté cette conscience qui vient quelquefois perturber le quotidien et peut-être faire en sorte que les personnes n'aient pas forcément l'image réelle de ce qu'elles sont vraiment. Les bénéfices de l'auto-hypnose et de pratiquer seul, c'est se retrouver, justement. Et peut-être, et même sans doute, faire en sorte qu'avec ces moments où on se retrouve, ces moments de pratique, permettent de faire ressurgir le véritable inné. Et en tous les cas, toujours dans l'auto-hypnose, des moments de paix et de repos. Puisque quand on atteint ces états modifiés de conscience, c'est toujours une baisse d'activité cérébrale, donc le ralentissement, donc le repos. Et si en plus le conscient est mis de côté, c'est-à-dire qu'on est dans la lune, qu'on est en train de rêver, on laisse libre accès à ce que l'on est vraiment. Voilà. Peut-être une autre question? Alors, nous avons une question qui revient souvent. Alors, quelle est la différence entre le subconscient, l'inconscient et le conscient? Très bien. Alors, je vais vous donner ma théorie sur le subconscient. Mais le conscient et l'inconscient, je pense que tout le monde connaît. Le conscient, c'est ce qui me permet d'aller acheter peut-être une baguette de pain, d'aller faire des courses ou de faire un geste programmé, conscient. L'inconscient, c'est celui qui gère toute l'intendance. Les battements justement du cœur, les battements des paupières, la déglutition, la fabrication du sang. Tout ce qui échappe au conscient est de l'ordre de l'inconscient. Et en général, l'inconscient, lui, il ne vous veut que du bien. J'ai fait un module dans mon livre sur l'inconscient et parler à son inconscient, c'est déjà le respecter, c'est s'adresser à lui avec politesse, comme on peut le faire en thérapie également quand il s'agit de s'adresser à l'inconscient d'un sujet. C'est le respecter, mais aussi respecter une parole. Une parole, car j'ai fait un module dans mon livre qui s'appelle « Parler à son inconscient » et dans ce module, je prends le cas d'un mal de tête. Et dans ce cas, du mal de tête, je dis à l'inconscient, d'abord je le remercie du message du mal de tête, car derrière un mal de tête, il y a toujours un message, quel qu'il soit léger ou prononcé. Je le remercie de m'informer de mon mal de tête, du signal de mal de tête, et je lui dis que je lui laisse 5 minutes pour faire en sorte que ce mal de tête disparaisse, sinon il va avoir du travail. Il n'y a aucune menace, aucun ordre, c'est simplement il va avoir du travail car je vais être obligé de prendre
un cachet. Alors, je ne sais pas ce qu'on prend comme cachet pour le mal de tête, parce que je n'en prends pas. Donc, ça va être du paracétamol, ou, voilà, on peut dire quelque chose de basique. Et je chronomètre ces 5 minutes. Et pour mon expérience personnelle, j'atteins jamais les 5 minutes, mais surtout, avant que j'ai terminé, je le remercie déjà d'avance de faire tout ce qu'il va pouvoir faire pour moi. Donc je reprends, je conserve le message du mal de tête, je remercie mon inconscient de m'en informer. Je lui dis qu'il va avoir du travail si dans 5 minutes, ce mal de tête n'est toujours pas passé parce que je serai forcé de prendre un médicament et que là, il aura du travail pour évacuer le médicament. Ceux qui savent ce que provoque le paracétamol comprennent où je veux en venir. On va parler juste de quelque chose de simple, mais de l'estomac, puisque quand le paracétamol est ingurgité, ben, il va falloir l'évacuer. Donc, voilà. Et ensuite, je n'oublie pas de le remercier. Soyez toujours avec votre esprit inconscient le plus poli possible, car lui, il ne veut que votre bien. Troisième chose, et là, c'est ma théorie, c'est une théorie toute personnelle. Elle est personnelle. C'est une théorie sur le subconscient. Elle est personnelle, mais quand même partagée avec certains. Je pense que le subconscient, c'est ce qui nous reste de notre esprit animal, de notre esprit reptilien. MacLean, dans les années 1980, a fait un livre qui s'appelle « Les trois cerveaux » et a bien mis en évidence le néocortex, le limbique, le cerveau reptilien, ou également appelé le cerveau animal. Et je pense que ce subconscient, pour ma part, c'est l'instinct de survie qui reste de ce qui nous reste d'animal, de reptilien, pour la pérennité de l'espèce ou pour sauver ma vie, sauver ma peau quand un danger surgit. Voilà ma théorie sur le subconscient. Le conscient, tout le monde l'aura compris, et l'inconscient, bien rappelez-vous, c'est comme le conscient est à respecter également, mais c'est celui qui s'occupe de tout ce qu'on ne voit pas, on va dire de l'invisible. Le conscient est toujours visible. Quand vous parlez, c'est de façon consciente. Même si vous dites des choses qui pourraient être, on va dire, hasardeuses, la parole, c'est toujours conscient. En revanche, en faisant appel à l'inconscient, on peut obtenir un certain nombre de choses que l'on ramène au physique, en particulier l'écriture automatique et plein d'autres choses. Peut-être une autre question? D'abord, je voulais savoir quelque chose. Vous avez été agréé par l'IRSI. Donc, l'IRSI est un site du docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la préparation de la TCH. Et j'ai vu que vous appreniez l'auto-hypnose à tous les participants. À quoi cela va leur servir? Eh bien, comme je l'ai dit pour la question précédente, le fait de pratiquer l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est permettre à chaque personne de rentrer facilement dans ces états modifiés de conscience. Ces états modifiés de conscience sont faciles à atteindre, et donc il y a un certain nombre de précautions à prendre pour la sécurité de la pratique, on le verra probablement tout à l'heure, mais plus vous pratiquez ces états modifiés de conscience, plus vous aurez des chances, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réussir cette TCH, car vous serez déjà vous-même apte à aller dans cet état que l'on appelle l'auto-hypnose. C'est une autre question. Oh là là, il y a tellement de questions. Alors, pratique-t-on l'auto-hypnose sans le savoir?
Alors, bien sûr, j'ai lu dans votre livre qu'il y a de nombreuses consignes de sécurité. Quelles sont les précautions pour bien pratiquer l'auto-hypnose et y a-t-il des contre-indications? Ah, donc là, il y a plusieurs questions dans cette question. La première, c'est est-ce qu'on pratique l'auto-hypnose sans le savoir? Eh bien oui. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous pratiquez même l'auto-hypnose avant de venir au monde. Car l'auto-hypnose, cet état modifié de conscience, eh bien, vous le voyez et vous l'avez déjà fréquenté quand vous êtes dans la Lune, en train de rêver. Je prends le cas de la conduite d'une voiture où vous arrivez à un endroit et vous vous dites, ben, c'est pas moi qui ai conduit jusque-là, et pourtant vous n'avez pas eu d'accident, c'est-à-dire que vous gardez le contrôle de la route, des pédales, de tous les mécanismes, et pourtant votre esprit, il a été ailleurs. Donc, oui, effectivement, on ne peut pas faire autrement que de pratiquer l'auto-hypnose souvent dans la journée. Et j'allais dire que ça aussi, c'est encore une de mes théories, et c'est un constat, c'est bienfaiteur pour se reposer et reposer une partie analytique qui est souvent surchargée. Les chercheurs, il y a quelques années, ont mis en évidence, en particulier une neurosciences, les chercheurs en neurosciences, le spectre du conscient et le spectre de l'inconscient simplement visuel. Et quand vous regardez votre pouce de façon consciente, vous observez à peu près 400 choses, 400 éléments de ce spectre. Et votre inconscient, lui, en capte 14 000. Ce qui fait que votre conscient, lui, il est très limité, alors que l'inconscient, lui, il a beaucoup d'autres possibilités, à la fois, bien entendu, dans le magasiné, mais aussi de voir, j'allais dire, sans voir, alors que vous avez quand même vu. C'est ce qui donne l'impression, d'ailleurs, de déjà vu dans certains cas où votre conscience, l'état conscient n'a pas forcément observé de façon physique quelque chose, alors que votre inconscient, lui, l'a bien en mémoire. Et rappelez-vous, et je l'ai écrit dans mon manuscrit, on ne peut pas désapprendre, donc tout est en stock. Et là, je rejoins aussi également, et je salue les travaux du docteur, qui dit que le cerveau n'est pas que dans le cerveau, et j'ai l'intime conviction qu'il a raison, et de toute façon, je le soutiens, car je pense qu'on a une bibliothèque, une banque d'informations hors cerveau. Alors, concernant la suite de la question, J'ai lu dans votre livre qu'il y a de nombreuses consignes de sécurité. Quelles sont les précautions pour bien pratiquer l'auto-hypnose et y a-t-il des contre-indications? alors les consignes de sécurité, elles sont très simples et c'est surtout du bon sens. Être assis sur une chaise, si possible avec des dossiers, parce que vous verrez que si vous pratiquez l'auto-hypnose, vos mains ont tendance à glisser, vos épaules à se relâcher. Pratiquez l'auto-hypnose toujours dans un endroit où vous êtes tranquille. L'idéal, c'est allongé, sans rien avoir dans la bouche, sans abîmer éventuellement du matériel ou des lunettes et sans vous blesser. Donc, soit assis sur un fauteuil, soit allongé, de façon la plus confortable possible. Ça, c'est pour les précautions à prendre. Les contre-indications, aujourd'hui, on relève quelque chose de fondamental et je pense qu'aucun hypnothérapeute prend le risque de pratiquer l'hypnose avec un patient qui serait schizophrène. C'est une des premières contre-indications et c'est la seule fondamentale. Ensuite, l'auto-hypnose, elle est pratiquée par tout le monde, à tout âge.
dans de nombreux moments de la journée. Et donc, pas au cours de la nuit, puisque quand on rentre dans le sommeil profond, comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans une fréquence autre que l'hypnose ou l'auto-hypnose. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour pratiquer l'hypnose ou l'auto-hypnose? Bien entendu, pour un thérapeute, il faut que le sujet ne soit pas agité, c'est-à-dire qu'avec les enfants, il faut qu'ils soient susceptibles de pouvoir rester en place sur une chaise, en général d'accord, puisque si un enfant est d'accord, bah, c'est très bien, et s'il n'est pas d'accord, bah, c'est son droit et il sera entendu par le thérapeute. Et l'auto-hypnose, ben, à part les consignes de sécurité, il n'y a absolument aucune contre-indication. Je répète que l'auto-hypnose est gratuite, aux limites, et immédiatement disponible quand on sait bien pratiquer. On peut parler de la petite que vous avez soignée il n'y a pas longtemps, que vous avez aidée, Léna. Bien sûr qu'on peut parler de la petite Elina. Léna, que nous aimons tous dans le groupe maintenant, car c'est notre petite princesse. Comme vous l'avez vu, je me suis occupé de ce petit bébé de 13 mois avec beaucoup d'émotions, parce que je viens de voir une photo d'il y a 1 an et puis maintenant comment elle est. Je rappelle que c'est une petite qui ne savait pas ni manger ni boire, qui n'avait jamais bu d'eau depuis 13 mois, et avec de l'attention, avec des mots, peut-être avec la berceuse que je connais. Tout le monde, je pense, en arrière-plan m'a entendu faire do, do, do. Eh bien, sachez, mesdames, les mamans, ou les futures mamans, que vous pratiquerez ça aussi, car quand vous allez endormir votre petit ou le bercer, vous ferez tout simplement un berçage hypnotique. Vous ferez tout simplement un berçage hypnotique, car toutes les mamans font de l'hypnose avec leurs enfants, et ça depuis la nuit des temps, car pour bercer un enfant et lui chanter une berceuse, c'est tout simplement lui permettre de se détendre, de rentrer dans ce sommeil qui, un petit peu plus tard, va être profond, et permettre que le marchand de sable fasse son travail. Voilà. Oui, on a vu que la maman nous écoute. Ah, eh bien, je salue la maman et toute la famille, et en particulier la petite Elina, et je vous embrasse. Voilà. Oui. Alors, Diane Elliott qui nous dit: est-ce que le fait de pratiquer l'auto-hypnose en vue d'une préparation à une TCH est aussi efficace qu'une séance avec un hypnothérapeute? Alors, au niveau de l'efficacité, dans la mesure où vous allez vous entraîner à côtoyer ces fréquences, ces états modifiés de conscience, ces fréquences alpha ou θ, bien entendu qu'une séance avec un hypnothérapeute est bénéfique, puisqu'on rentre dans ces fréquences si l'hypnose est atteinte. Voilà. En revanche, votre autonomie, et c'est tout mon intérêt de ce livre, que les patients, les sujets soient autonomes le plus tôt possible, et c'est pour ça que j'ai fait ce manuel, c'est que vous soyez apte le moment de la TCH à pouvoir rentrer dans cet état de fréquence, et seul et également accompagné par les suggestions, mais plus vous aurez l'habitude d'aller dans ces états modifiés de conscience, et plus vous verrez que c'est beaucoup plus simple de pratiquer à la fois l'hypnose chez un thérapeute, mais aussi l'auto-hypnose. Voilà. Alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de questions. Hélène Robert: peut-on entrer en contact avec un défunt par l'auto-hypnose?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas d'aller se substituer à telle ou telle pratique. Je pense que si réellement vous souhaitez rentrer en contact avec les défunts, il y a un protocole formidable qui existe, qui s'appelle la transcommunication hypnotique et qui a été inventé et élaboré par le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Vous entraînez à l'auto-hypnose pour atteindre des niveaux de fréquence très bien. Après, rentrer en contact avec des défunts, je pense qu'il faut laisser ça à ceux qui sont spécialisés et le docteur sera apte à la fois à répondre à votre question, mais aussi à faire en sorte que vous soyez satisfait de votre projet. Alors oui, j'ai une question là de Catherine Penin. L'auto-hypnose peut-elle aider à se soigner? Eh bien, c'est une bonne question. Et on l'a vu tout à l'heure pour le mal de tête, quand on pose des conditions, qu'on propose des conditions à son inconscient, et que on sait pratiquer l'auto-hypnose, en particulier un ancrage, on peut réduire la douleur, voire même l'éliminer complètement. Et c'est ce que je fais dans un cabinet dentaire sur Grenoble avec le docteur chirurgien dentiste Richard Legris, qui est dans le groupe avec nous, où nous avons depuis 3 ans un cabinet pilote, où nous faisons de l'hypoanalgésie, mais aussi l'hypnosédation et également de l'anesthésie avec l'hypnose. Donc, est-ce qu'on peut se soigner avec l'auto-hypnose? Je pense que oui. Dans certains cas, bien entendu, consulter un médecin est toujours recommandé et à aucun moment il s'agit de se soigner sans prendre la précaution de consulter un médecin. Mais j'allais dire au quotidien, quand on se cogne, ou peut-être qu'on a un mal de tête, ou peut-être un mal de ventre, dans un premier temps, est-ce qu'on peut au moins se soulager avec l'auto-hypnose, bien entendu, et également acquérir d'autres performances. Et ça, on le constate depuis de nombreuses années, plus de 50 ans, avec les sportifs de haut niveau. Et l'auto-hypnose est pratiquée dans la visualisation dans tous les sports où la visualisation est utile, que ce soit la gymnastique, la descente à ski. Et je salue Lou Brasdagan, qui est un ancien handicapé que j'ai soigné de la maladie de Lyme il y a quelques années et qui aujourd'hui est champion du monde de ski et prépare les points pour les Jeux Olympiques. Donc on voit bien qu'on peut faire en sorte d'améliorer des performances avec l'auto-hypnose et donc se sentir mieux et à chaque instant. Peut-être une autre question? Oui, eh ben, la petite Elina a entendu le dodo. Il paraît qu'elle a souri. Ah. Un gros bisou, ma chérie. Alors, Voilà. je vais revenir sur Ouais. ce dodo, car la petite Elina ayant eu la possibilité de venir me consulter avec sa maman, elle n'a que 13 mois, elle ne pouvait pas venir toute seule, et est formée à ce dodo pour jusqu'à la fin de ses jours, elle aura en tête ce dodo et sa maman maintenant le connaît. Et à chaque fois qu'elle va entendre dodo, eh bien, ça va lui rappeler ces moments de paix, de joie, de tranquillité, ces moments où elle s'est même des après-midi endormie alors qu'elle avait faim à 5 heures de l'après-midi. Elle s'est endormie simplement avec cet ancrage que j'ai installé à la petite et en même temps, j'en ai profité pour la maman afin qu'elle puisse le reproduire chez elle en toute autonomie. Et je les salue toutes les deux, bien entendu. Voilà. Alors, Inouk de Caso nous pose cette question. Connaissez-vous la méthode Silva? Si oui, qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, allez, je l'avoue. En 1982, quand j'ai commencé l'auto-hypnose, c'est grâce à la méthode Silva, figurez-vous, et le docteur José Silva, qui regroupait les témoignages de gens qu'il avait guéris avec le cancer, m'a tout de suite intrigué, et c'était le premier que j'ai vu
faire en sorte que les gens soient autonomes en pratiquant l'auto-hypnose, qu'il n'appelait pas l'auto-hypnose, il disait simplement aller dans cette fréquence alpha. Et je n'ai plus lâché ce livre jusqu'à, après, bien entendu, lire tout ce qu'on pouvait lire sur l'hypnose, qu'on appelait l'hypnose animale au départ, qui n'a rien à voir avec les animaux, et ensuite l'hypnose qui a été pratiquée en thérapie à la Pitié Salpêtrière et tous les travaux de Milton Erickson, de Ernest Rossi qui ont été, et bien entendu les grands psychiatres hein, comme Freud et Jung, même si Freud prétend arrêter l'hypnose rapidement et tôt, il la pratique un peu tout de même, toujours. Donc oui, je connais cette méthode Silva. Je l'ai laissée de côté au cours de mon parcours car ça y est, voilà nos invités. Car la méthode a pris un essor tellement grand que ensuite c'est devenu le Silva Mind Control, que je connais aussi, et c'est devenu financier. Et quand quelque chose devient à ce point, j'allais dire, financier, je m'en écarte après avoir recueilli et appris tout ce que je pouvais apprendre. En tous les cas, je connais cette méthode et ces niveaux de fréquence alpha que j'apprends aujourd'hui et que j'ai découvert en 1982 grâce à cette méthode. Voilà, peut-être une autre. Oui, alors nous avons Nicomo qui est dans le groupe que je connais bien et qui dit « Peut-on acheter votre livre lors de la consultation et quel est le tarif d'une consultation ?» Alors, on peut acheter mon livre bien sûr lors d'une consultation, le commander sur Internet, sur le site. Le tarif de la consultation pour 1 heure est 200 €, même si j'ai pas envie de parler de ça et c'est pas vraiment l'objet, mais l'heure est à 100 €. Voilà. Et le prix du livre est de 19,90 €. Vous savez tout. Voilà, donc nous continuons avec Josiane Nguyen-Lam. Est-ce que l'auto-hypnose peut calmer la conscience analytique? Je crois qu'on en a déjà parlé. Alors non seulement elle peut calmer la conscience analytique, mais elle la met de côté, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, si vous avez bien suivi, cette conscience analytique qui est le conscient, il est tout de suite mis de côté, puisqu'on a accès à cet état modifié de conscience, et le conscient est légèrement mis de côté, des fois beaucoup. Pour que les choses soient claires avec l'hypnose et la transe, on va dire que c'est chacun sa transe, chacun son hypnose, chacun son degré d'hypnose. On parle d'hypnose profonde, mais de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, Ernest Rossi l'a souligné dans les travaux qu'il a référencés avec Milton Erickson. Quand on faisait du retour en arrière en hypnose, quand Milton Erickson faisait du retour en arrière avec l'hypnose, il disait que quelquefois il faisait un léger retour. Et c'était peut-être une légère transe. Est-ce qu'il y a des transes plus profondes quand on fait de l'analgésie ou de l'anesthésie? Bien entendu, moi j'ai un protocole où j'ai inventé quelque chose qui n'est pas du tout l'objet du livre, puisque là on est en thérapie alors que mon livre c'est une méthode d'apprentissage. Oui, il y a différents degrés, niveaux de transe. Et vous pouvez faire 2 séances, et c'est 2 séances qui seront à chaque fois différentes. Je voudrais revenir sur la question précédente, c'est que c'est très compliqué de garder quelqu'un 1 heure pour moi dans une séance en thérapie, car j'ai besoin souvent de plus de temps.
Et donc, les séances sont souvent plus longues. Voilà. Voilà, alors chez Init de Caso, à nouveau, qui dit « Je dois être en perpétuelle auto-hypnose. Je suis souvent en train de rêvasser, même au travail. Lorsque j'en ai assez du monde autour de moi, je décroche très facilement pour me préserver. » Eh bien, félicitations, mais c'est pas de votre faute, sauf si vous faites de l'auto-hypnose et que vous l'avez programmé et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Maintenant, si vous rentrez facilement en transe dans des moments où, on va le voir peut-être tout à l'heure, il faut prendre un certain nombre de précautions, il serait bien de gérer cela. Mais en tous les cas, mettre de côté, comme vous l'avez très bien demandé tout à l'heure, cette conscience analytique pour échapper au conscient et à l'environnement qui peut vous être peut-être désagréable, eh bien c'est une très bonne chose et félicitations. Déjà de vous en rendre compte, parce que souvent les personnes font de l'auto-hypnose, vont dans ces états modifiés de conscience et disent non, moi je suis jamais dans la lune. Ou, il faut vraiment aller mettre le doigt dessus pour qu'ils se rendent compte que effectivement ils font appel à ces fréquences alpha ou θ qui leur permettent de mettre de côté justement ce conscient et donc de rêver ou d'être dans la lune. Voilà. Tout en étant bien présent. Peut-être une autre question? Oui, il y en a une particulièrement. L'auto-hypnose permet-elle d'arrêter les acouphènes? Alors, on ne va pas trop rentrer dans un sujet médical. On a le docteur Félix Albert qui est en ligne avec nous. Et s'il veut répondre à cette question, il sera le bienvenu. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'auto-hypnose, que dans la mesure où la personne est prête à enlever ce signal des acouphènes, qui pour moi, qui en règle régulièrement, est un signal avec un message, comme on l'a dit tout à l'heure pour le mal de tête, ressenti, qui n'est pas le message réellement ressenti, puisque c'est mon message ressenti à moi, et personne d'autre le ressent. Donc, j'ai cette perception de cet acouphène, et peut-être ce qui serait bon de traiter, c'est quel est l'environnement qui a provoqué cet acouphène, plutôt que le bruit que l'acouphène me permet d'entendre. Je répète pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un acouphène, c'est un bruit dans les oreilles. Et une des dernières personnes que j'ai eues, elle me disait qu'elle avait dans une oreille le décollage d'un 747 et l'autre une moto qui passait toujours à côté d'elle. Donc c'était épouvantable pour elle. Et sachez que les sujets d'acouphènes sont des sujets sérieux. Il existe 3 types d'acouphènes et je vous invite, si quelqu'un a des acouphènes, à aller voir un ophtalmo afin qu'il fasse en sorte de déterminer si un ORL, pardon, afin qu'il fasse en sorte de déterminer quel est le type d'acouphène et si des fois lui détecte une pathologie particulière avant d'enlever un mot. En thérapie, il est toujours intéressant de laisser un signal tant qu'on n'a pas pris toutes les précautions, que tout est bien en ordre, en particulier dans les oreilles. Voilà. Alors que réclamer de cette séance? Qu'est-ce que je peux en attendre? Alors, dans toutes les séances d'auto-hypnose, déjà le bienfait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la tranquillité et surtout le réconfort, l'apaisement, descendre dans ces niveaux de fréquence, alpha
ou θ, mais au minimum alpha, voire même s'endormir si vous démarrez une séance d'auto-hypnose et puis que vous vous endormez. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé l'auto-hypnose en 1982, je faisais d'auto-hypnose, mais j'avais aucun moyen de contrôle, de vérifier que je faisais de l'auto-hypnose. Et en pratiquant ces états modifiés de conscience, avec mes moyens de l'époque, plusieurs fois, je m'étais rendu compte que j'avais ma jambe qui était humidifiée. Je me disais, je me suis bavé dessus ou il s'est passé quelque chose. Et en fait, je me suis filmé pour voir ce qui se passait. Et là, je me suis rendu compte que non seulement le temps avait passé, je m'en étais pas rendu compte, et j'avais les signes de l'auto-hypnose. Donc des fois, on fait de l'auto-hypnose, on le sait même pas, mais en général, c'est toujours bénéfique, et vous le verrez dans le livre, parce que ça permet de réduire son temps de sommeil, puisque quand on fait une sieste hypnotique, en particulier pour se reposer, se relaxer, on réduit un tout petit peu son temps de sommeil, puisqu'on prend de l'avance sur un sommeil plus tard qui va être optimisé. Voilà. Donc, ce qu'on peut attendre d'une séance d'auto-hypnose, c'est peut-être être raisonnable, mais au moins, au minimum, être détendu, plus relaxé. Et puis, si c'est parce que j'ai une douleur quelque part et que le fait de faire une séance, elle est partie, au moins être soulagé d'une difficulté du moment. Peut-être une autre... Oui, Nicomo qui vous demande, que préconisez-vous à des personnes qui auraient du mal à se concentrer lors de séances de méditation ou à des personnes qui ont connu une ou des expériences d'hypnose non concluantes? Alors, deux réponses à ça. D'abord, la concentration. On reviendra sur le non concluant tout à l'heure, qui pour moi n'est pas forcément significatif, puisque une fois de plus, on ramène au conscient. Je n'ai pas une mauvaise opinion du conscient, mais il peut dire que ce qu'il peut dire et pas forcément se rendre compte de ce qui s'est passé avec l'inconscient. La première question, c'était... donc, si vous ramenez rien d'une séance d'hypnose, quelquefois c'est normal, parce que l'hypnose est invisible. Et de ce fait, vous aurez quelques signes, en particulier peut-être un peu de fatigue, peut-être pas l'idée réelle du temps qui s'est passé lors de la séance, et peut-être pas tout de suite le résultat escompté, sauf dans le cadre d'un mal de tête, et on l'a vu dans les 5 minutes, s'il est passé, là vous le verrez. Mais dans le cadre de la thérapie, 48 heures sont bien pour laisser faire en sorte que le génétique, les nouvelles cellules qui vont produire, elles tentent de produire. L'hypnose fonctionne comme une graine. Et quand vous plantez une graine, vous ne pouvez pas dire demain je cueille la fleur. Il faut attendre un tout petit peu de temps, il faut que les conditions s'y prêtent, ici et là. Et le premier point, donc, c'était... Donc, que préconisez-vous à des personnes qui auraient du mal à se concentrer lors d'une séance de méditation? Et le deuxième point, ou à des personnes qui ont connu une ou des expériences d'hypnose non concluantes? D'accord. Donc, les expériences d'hypnose non concluantes, comme on l'a vu, il faut raison garder et pas en tirer des conclusions hâtives, c'est-à-dire passer un petit peu de temps. Et des fois, et ça je le vois en consultation, les personnes me disent, voilà, il ne s'est rien passé. Et puis au fil de la consultation, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et elles-mêmes se disent, mais oui, enfin, qu'est-ce que je raconte? Parce que, rappelez-vous, quand on va bien, on ne le sait pas. Tout simplement parce qu'on va bien. Vous pouvez vous rappeler combien de fois vous avez pris des cachets dans une année, mais combien de fois vous n'avez pas pris de cachets parce que vous en alliez bien, ça vous ne le saurez pas. Donc, qu'est-ce qui pourrait perturber une séance d'auto-hypnose? Pour répondre au début de la question, à la première question. Eh bien déjà l'environnement.
si vous êtes à côté de gens qui font du bruit, si vous êtes dans un mauvais environnement bruyant, ça peut être une source d'échec. Rassurez-vous, en général, dans les cabinets d'hypnothérapie, même quand il y a du bruit, vous êtes soit muni d'un casque, soit la personne sait dissocier le bruit, voire l'associer au bruit alentour pour qu'elle soit intégrée dans la séance d'hypnose. Je me rappelle d'une dame chez qui je m'étais déplacé parce qu'elle avait un handicap et elle avait un appartement très insonorisé, tout était très bien, sauf que dès qu'on a commencé la séance, il y a un monsieur voisin derrière son mur, mais vraiment juste à l'endroit où on faisait l'hypnose, qui a mis en route une perceuse, et qui, avec le marteau-piqueur de la perceuse, a fait un bruit épouvantable. J'ai associé ce bruit à ma séance d'hypnose afin que ce bruit soit intégré. Hein, on le fait facilement quand on sait faire, avec tous les bruits alentours, cet état va s'approfondir. Et à la fin de la séance, je lui ai demandé comment elle allait, et elle m'a dit, j'ai entendu le bruit au début, mais heureusement, il s'est arrêté alors qu'il a fait du bruit pendant toute la séance. Donc, vous pourrez associer un bruit avec un hypnothérapeute ou une personne qui va vous guider, mais rarement seul, sauf si vous avez l'habitude de pratiquer. Les autres éléments perturbateurs, c'est encore la conscience, cette conscience analytique, ce conscient qui va venir vous rappeler que peut-être vous avez un rendez-vous, que peut-être vous avez oublié de faire quelque chose, que vous n'avez pas lu la page 174 de mon livre où il y a écrit le carnet à spirale, où il faut noter un certain nombre de choses pour justement laisser ce conscient libre de pouvoir accueillir. Et ma théorie en particulier sur la mémoire, puisque j'ai aussi un module qui s'appelle augmenter sa mémoire, c'est que pour avoir de la mémoire, il ne faut pas en avoir. C'est-à-dire que comme on ne peut pas désapprendre, tout ce que vous avez noté, vous l'avez en stock, vous l'avez quelque part, et si vous le notez sur un carnet, vous laissez la possibilité à l'esprit conscient d'accueillir de nouvelles choses. Un peu comme un disque dur qui se viderait au fur et à mesure. En particulier, c'est une fréquence qu'on retrouve, ça la nuit, qui s'appelle le complexe K, qui permet de faire un blanc de tout ce qui s'est passé et qui permet également de faire une continuité dans votre nuit, un peu comme quand vous vous réveillez et que vous avez des micro-réveils. Eh bien, ça fait une continuité. Là, c'est la même chose. Vous faites un blanc, vous permettez à ce disque dur de se vider et au lendemain matin, j'ai passé une bonne nuit parce que je peux à nouveau accumuler des choses. Et quand j'ai passé une mauvaise nuit, c'est que je ne suis pas disponible le lendemain à accueillir un certain nombre de choses. Voilà ce qui pourrait perturber. On a encore beaucoup de questions, alors oui, je vais essayer de faire plus court, désolé. Il y a Chantal Saint-Gier qui pose cette question. Avec l'hypnose, peut-on supprimer les cauchemars récurrents? Alors, ça dépend de ce que vous appelez par cauchemar, parce que moi, depuis mon accident de mort imminente, mon expérience, le cauchemar n'a plus la même signification. J'ai fait un module, je me suis beaucoup intéressé aux nuits, aux rêves, et j'ai fait un module « Programmer ses rêves et s'en souvenir ». Et j'écris même dans mon livre comment faire pour se rappeler de ses rêves quand vous êtes en couple, par exemple, sans forcément les programmer. Je pense qu'on peut, en programmant un rêve, peut-être éliminer un cauchemar récurrent. En revanche, je pense qu'il est bon de consulter et de faire en sorte, et la Freud a beaucoup travaillé sur l'identification des rêves, et peut-être de voir de quoi il s'agit, et peut-être de le traiter de façon autre que d'attendre la nuit pour encore faire le constat d'une mauvaise nuit et d'une nuit de cauchemar, comme vous l'appelez. Alors, il y a Annick Bouziat, Lorinet, qui demande que faire quand on a une hypnose trop profonde, ce qui m'est arrivé pendant ma TCH.
Alors, là encore, hypnose profonde ou hypnose trop profonde, pour moi, ça n'a pas beaucoup de signification. Dans le sens où, si quelqu'un s'endort dans une hypnose, eh bien, elle est tellement profonde qu'on est descendu tellement bas qu'on rentre, comme on l'a dit, dans une fréquence qu'on appelle la fréquence delta, et là, on rentre dans un sommeil soit paradoxal et ensuite le sommeil profond. Mais avoir l'impression d'avoir une hypnose profonde, je pense que ce que veut dire la dame, c'est être dans une situation où elle a du mal à en sortir. Et souvent, quand on n'a pas l'habitude de ces états modifiés de conscience, on peut se sentir emprisonné dans un état. Rassurez-vous, personne ne peut rester en état d'hypnose éternellement. Tout ce que j'ai pu lire sur les travaux de Charcot, quand il laissait faire l'hypnose, c'est-à-dire il faisait en sorte de provoquer l'hypnose à un patient et ensuite d'attendre, sont rares ceux qui ont dépassé 4 heures. Donc au pire, si un jour vous faites de l'hypnose et que pour une raison ou pour une autre, vous profitez de cette séance, vous vous réveillerez en général au bout de 4 heures maximum. Et à ma connaissance, je ne connais encore personne qui est en train de dormir parce qu'il est en train de faire de l'hypnose. Voilà. Peut-être une autre question? Oui, on peut encore, oui, c'est bon. Alors, Huguette Létang, au moment du décès de mon fils, j'ai fait de l'auto-hypnose tous les jours pour soulager mon chagrin. Qu'en pensez-vous? Et j'en pense que c'est pas la thérapie qui m'intéresse, c'est le thérapeute. Et si vous avez pu être votre propre thérapeute en pratiquant l'auto-hypnose tous les jours et que ça vous a soulagé, félicitations madame. Soyez heureuse, continuez comme ça. Prenez ce qui est bon pour vous. Et si c'est faire de l'auto-hypnose, aller ramasser des fleurs, vous promener en forêt, des champignons, ou faire du jardinage, ou du tricot, ce qui est intéressant, c'est vos mots à vous, c'est votre ressenti à vous. Et si ça vous a fait du bien, si vous a soulagé de cette épreuve, de ce cataclysme, eh bien, tant mieux. Et continuez à être soulagé. Et je suis de tout cœur avec vous, car quand vous trouvez chacun de vous la bonne thérapie, le bon thérapeute, eh bien, c'est l'essentiel. Merci. Alors, Josiane Nguyen Van, c'est quoi le synesthésique? Alors, bonne question. Félicitations, parce que peu de gens me la posent. Comme je l'ai dit, la PNL, l'école de Palo Alto, des débuts de la PNL, on a mis en évidence, ceux qui se sont intéressés à la programmation neurolinguistique, ont mis en évidence le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Cet inné-là, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va permettre de faire en sorte de définir l'ancrage pour chaque personne et ensuite, après, de s'entraîner pour pouvoir faire de l'auto-hypnose, cet inné, j'ai rajouté moi un sens qui me paraît capital, c'est le synesthésique. Capital et intéressant, pourquoi? À la différence du kinesthésique, où, je vous le fais à la vidéo, quand je reçois un coup, c'est kinesthésique. Quand je prends quelque chose, c'est kinesthésique. Mais le fait de ressentir qu'on me serre la main à l'intérieur de moi, cette sensation, cette émotion, c'est ça le synesthésique. Donc, le kinesthésique, quelque part, c'est le geste. Et le ressenti de ce geste, eh bien, c'est le synesthésique, l'émotion que j'en ai. Quelque chose de très positif, là, monsieur Madame Brissot. Nicomo qui vous dit merci pour cette réponse très précise, Henri. Tout est donc question de concentration et de détente. Hâte de vous rencontrer et de lire votre livre. Merci beaucoup et profitez-en car c'est un livre d'autonomie où vous pourrez non seulement apprendre plein de choses, mais surtout découvrir plein de choses sur vous. Et c'est ça l'essentiel. Rappelez-vous, l'inné. Ce qui vous appartient vraiment, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est pas
les habits que vous portez qui ont été achetés de façon consciente. Vous n'achetez pas d'habits de façon inconsciente. Hein. On achète toujours quelque chose de façon consciente. Mais par contre, ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, vos empreintes digitales, tout ce qui fait en sorte que vous puissiez révéler votre véritable inné, c'est ce avec quoi vous vous êtes doté à la naissance. Et votre inné, il se révèle au fur et à mesure que votre tempérament s'affirme. Et je vous fais voir quelque chose qui est dans le livre et vous allez pouvoir tous vous retrouver. Dans mon livre, j'ai mis en évidence le croisement des doigts, découvert et inventé, en tous les cas référencé avec de nombreuses personnes et personnalités par M. Jean de Bonny. Le croisement des doigts qui permet de définir chez chacun si vous êtes cerveau droit ou cerveau gauche. Alors, rassurez-vous, on ne fait pas d'hypnose, je vous promets. On ne fait pas d'hypnose. Même si ceux qui me connaissent savent que quand j'en ai mes lunettes, je démarre l'hypnose, mais je vous promets qu'on ne fait pas d'hypnose, et sinon je vous préviendrai. Vous voyez que mon index droit est au-dessus de mes doigts croisés. Donc vous pouvez tous croiser les doigts, regardez que votre index, quel est votre index qui est au-dessus? Si c'est votre index droit, vous êtes cerveau gauche. Si c'est votre index gauche, vous êtes par conséquent cerveau droit. On parle des hémisphères, hein, parce que le cerveau, il n'est pas que à droite ou que à gauche, c'est un peu... D'ailleurs, pour moi, chaque cellule est un cerveau. Après, c'est une autre théorie. Si vous êtes cerveau gauche, comme moi, inné, donc avec l'index droit au-dessus, vous avez besoin de comprendre pour faire. Si vous êtes cerveau gauche, avec l'index droit au-dessus, vous avez besoin de comprendre pour faire. Et si c'est l'inverse, si vous avez l'index gauche au-dessus, vous êtes par conséquent cerveau droit et vous avez besoin de faire pour comprendre. Et ça, c'est très très important pour vous connaître vous. Et là, vous venez à l'instant de vous rendre compte que des fois, votre professeur a essayé de vous expliquer quelque chose alors que vous vouliez faire. Ben, vous êtes probablement cerveau droit. Ou alors, il vous a dit, ben tiens, fais ça. Alors, je dis votre professeur, mais quelqu'un avec qui vous échangez, ou peut-être même vos parents, qui ne savaient pas forcément ça. Il vous a dit, fais ça, alors que vous voulez qu'on vous explique d'abord. Et c'est pour ça que certaines personnes ont besoin d'explications et d'autres ont besoin de faire. Et c'est là qu'on repère les cerveaux droits et les cerveaux gauches. Écoutez, vos questions sont tellement passionnantes qu'on va vous faire un plaisir. On va continuer un petit peu. Avec grande joie. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Et je vois passer plein de j'aime et donc on va continuer. Alors, il y a encore une question. Là, les niveaux de fréquence cérébrale sont-ils identiques en auto-hypnose et en hypnose? Ça aussi, c'est une très bonne question. Eh bien oui. À chacun sa transe, à chacun son hypnose. Et les niveaux de fréquence sont toujours les mêmes, puisque c'est ceux qu'on enregistre à l'EEG, à l'électroencéphalogramme. C'est, je le répète, quand on est en train de bavarder, qu'on n'est pas en hyperactivité, dans une activité normale, on est dans une fréquence qui s'appelle fréquence bêta. Ensuite, on passe dans une fréquence alpha, entre 7 et 13 Hz de battement cérébral. Ensuite, dans une fréquence θ, qu'on appelle également la fréquence des méditants. Et seulement après, vient le sommeil, c'est la fréquence delta. Mais ce sont les mêmes fréquences à la fois en hypnose et en auto-hypnose. Est-ce qu'elles sont atteintes systématiquement à chaque séance? Non, pas du tout. On l'a vu tout à l'heure. Peut-être. Oui. Alors, peut-on être cerveau gauche et droit en même temps? Alors, bien, c'est une bonne question aussi. Une autre occasion. On peut être 50-50. Alors, sur ça, on va définir cerveau droit ou cerveau gauche, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une tendance, et un cerveau droit qui a besoin de faire pour comprendre a aussi besoin de comprendre pour faire. Ça reste qu'une tendance, mais quand même, moi qui ai vu ça dans de nombreux cas, puisque j'ai entraîné
et pratiqué ça sur plus de 400 000 personnes. Donc en gros, j'ai eu 800 000 mains. La tendance est quand même significative avec le croisement des doigts, et j'en remercie Monsieur Jean de Bonny, Oui. qui, dans son livre Tout dans les mains, l'a bien mis en évidence et bien expliqué. Et il nous dit merci Henri. C'est vrai que c'est merveilleux ce qu'il fait, ce monsieur. Alors, il y a Olivier Ponce. L'hypnose régressive est-elle une autre forme d'hypnose? Alors, à chaque fois qu'on rajoute un mot derrière l'hypnose, c'est une forme d'hypnose. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Ma spécialité, c'est l'hypnose ericksonienne. Ce qui me plaît dans l'hypnose ericksonienne, c'est cette permissivité. J'allais dire presque en exagérant, la personne a même le droit d'aller plus mal, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on recherche quand on vit en thérapie, mais elle a le droit, c'est légal. En général, ça se produit pas. Et si un jour je trouvais quelque chose d'antagoniste dans cette hypnose, j'arrêterais immédiatement, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a différentes sortes d'hypnose, et vous en trouverez avec... j'ai même vu l'hypnose quantique. Je connais la physique quantique avec les intrications et la théorie des corps. Je connais les travaux de Jacqueline Bousquet et d'Émile Pinel, H1, H2, H3, mais je ne vois pas l'hypnose quantique. Pourquoi pas? J'ai rien contre l'hypnose quantique, je ne la connais pas. L'hypnose régressive, eh bien, c'est un petit peu le protocole des TCH du docteur. Et quand on veut faire de la régression, j'invite chaque personne à faire cette expérience de TCH. Oui. Je l'ai moi-même en tant que expérimentateur, je l'ai expérimenté et j'en suis ressorti Merveilleuse expérience. Avec une merveilleuse expérience. Voilà. Donc, l'hypnose régressive est une forme d'hypnose comme il y a même l'hypnose profonde. Ne me demandez pas ce que c'est que l'hypnose profonde. J'ai vu écrit hypnose spirituelle. Bon, pourquoi pas. J'ai absolument rien contre les différentes formes d'hypnose. Moi, je connais bien l'hypnose ericksonienne du docteur et psychiatre Milton Erickson, formé par Betty Alice, sa fille, et Josie Germer, qui était mon professeur à Paris, du centre Xtrema. Les autres formes d'hypnose, j'ai beaucoup de respect pour toutes les autres formes d'hypnose, dans la mesure où elles sont, et j'en suis sûr, pratiquées avec des thérapeutes compétents. Peut-être une autre question? C'est un vrai plaisir de vous écouter. Un grand merci. On vous dit. Alors, on va reparler un petit peu du cerveau droit et du cerveau gauche. Y a-t-il une connexion entre le cerveau droit et le gauche? Une complémentarité quand la gauche se met au service? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le cerveau, il n'est pas que dans la tête, et puis c'est aussi l'idée de nombreux chercheurs. Et chaque cellule est un cerveau. Alors, si on veut parler un tout petit peu du cerveau, et j'en ai touché quelques mots dans mon livre sans rentrer dans quelque chose de technique, j'ai noté en particulier pourquoi les femmes sont plus intuitives que les hommes. Eh bien, il y a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, et il est réuni par le corps calleux. Et chez les femmes, le corps calleux est un peu plus épais. Donc, elles ont une meilleure interconnexion des hémisphères. Et la deuxième raison pour laquelle elles sont plus intuitives, c'est les organes génitaux qui sont plus spongieux. Voilà. Donc, oui, il y a des interconnexions et on rentrerait dans quelque chose de beaucoup trop technique pour parler de ça au niveau scientifique. Et bien entendu, il y a toujours une complémentarité. Vous ne pouvez pas modifier votre inné. En revanche, vous pouvez modifier votre comportement. Mais rappelez-vous le dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Et la proportion des années est juste inversement de l'expérience. Et je vais vous l'expliquer. Quand vous naissez,
vous avez 0% de votre tempérament qui est affirmé. À 10 ans, votre tempérament représente 10%. Et à 50 ans, 50% de votre tempérament est affirmé. Et d'un seul coup, et ceux qui ont entre 45 et 55 vont se reconnaître avec ces mots, il y a des choses que j'apprécie avant et que je n'apprécie plus. Et bien ça, c'est parce que votre inné, votre véritable tempérament est en train de s'affirmer. Et vous vous rendez bien compte que ce n'est pas votre expérience qui va faire en sorte que vous allez faire des choix, mais c'est votre véritable tempérament, votre véritable inné qui, au fur et à mesure du temps, s'affirme. Peut-être une autre question? On revient encore au cerveau. On dit que les gauchers utilisent plus l'hémisphère droit du cerveau. Je suis gauchère, mais seulement pour écrire et manger. Je suis gauchère pour? Simplement écrire et manger. Oui. Alors, là encore, on dit que les gauchers sont plus créatifs, bon, qu'ils ont plus un côté artiste. D'être cerveau droit ou d'être cerveau gauche, dans le croisement des doigts, n'a absolument aucune incidence. Ceux qui sont cerveau gauche représentent 2/3 de la population des hommes. Et les autres, les cerveaux droits, représentent 2/3 de la population des femmes. Mais là encore, c'est quelque chose de global, de général, et à identifier au cas par cas. La créativité, elle va être encore en fonction du degré de votre inné déjà révélé. Et là, je prends comme exemple, pas moi, hein, mais les Mozart, tous les gens qui ont un talent révélé petit, eh bien, ils ont déjà une partie de leur tempérament de révéler et qui se révèle dans cet art. Voilà. Voilà, je crois que... Eh bien, écoutez... On a eu des questions. Je ne sais pas si on a répondu à Clara Général, qui avait dit quel était le bénéfice de l'auto-hypnose pour notre conscience. On a répondu à ça. On a répondu à Clara. Voilà. Le bénéfice pour la conscience, c'est de la soulager, justement, voilà. en quelque sorte de se reposer. Et comment organiser une séance? Alors, comment on organise une séance, et puis on terminera là-dessus. Voilà. Alors, organiser une séance, on va parler des 3 P, chose que j'ai mis dans mon livre et que j'ai bien mis en évidence, car si vous ne vous préparez pas à une séance d'hypnose, eh bien vous êtes en danger. Car le secret d'une séance d'hypnose, c'est que déjà, il y a les 3 P, préparation, préparation, préparation. C'est-à-dire que je dois être dans un endroit calme, mettre une minuterie pour ne pas bousculer mon conscient, c'est-à-dire pas que j'arrive en retard à un rendez-vous, et également vider ma tête en ayant noté sur mon carnet tout ce qui pouvait être susceptible de venir perturber cette séance, et bien programmer un temps avec une minuterie, car c'est essentiel de pouvoir mettre du temps sur chaque séance, en particulier au début. Vous verrez qu'après, même pour une séance d'1 quart d'heure, vous n'aurez plus besoin de réveil. Vous aurez simplement votre horloge biologique qui sera programmée au quart d'heure. Et moi, par exemple, quand je fais une séance d'1 quart d'heure, à 30 secondes près, eh bien, je me réveille dans les temps. Donc, si vous voulez que cette séance d'hypnose soit optimisée et qu'elle fonctionne convenablement, préparez l'endroit, préparez l'environnement, donc le bruit ici et là, préparez le temps et surtout, faites en sorte que cette conscience analytique, elle soit soulagée pour pouvoir profiter pleinement de cette séance d'auto-hypnose que vous-même avez programmée. Eh bien voilà, je crois que... Mais écoutez, je vais vous dire au revoir en compagnie. Oui. Là, vous allez nous voir tous les deux. Voilà.
Au revoir Jean. et nous espérons que vous avez été satisfaits de cette conférence et on remercie infiniment Monsieur Henri Valtin. Merci de Voilà. votre attention. Et une prochaine conférence, on ne sait jamais, sur un autre thème, hein, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, avec grande joie si la demande est faite. Voilà. Au revoir. À bientôt. À bientôt dans le groupe.